cette plante. Donc, c'est vraiment l'idéal pour un cultivateur et d'autant plus qu'elle ne nécessite pas beaucoup d'eau. Donc, même si on a un été chaud et assez chaud, ben voilà, il n'y a pas besoin d'arroser, donc ça pousse tout seul. Ça peut aussi pousser dans des endroits un peu plus arides et bon, des surfaces qui nécessitent par exemple de l'entretien. Et bon, ben, on se dit, bah, tiens, voilà, plutôt que d'entretenir des surfaces, ben, on va plutôt planter du champ. Donc, je pense essentiellement des aéroports et tout ça. Donc, ça évite de supprimer des champs, de la surface à l'agriculture. On pourrait dire aussi, ben oui, c'est bien, vous êtes biosourcé, mais on va avoir beaucoup moins de surface pour nourrir la terre à cause de cela. Non, absolument pas du tout. Alors, bon, une fois qu'on a dans la plante, ouais, on ne va pas tout utiliser, bien entendu, chez nous. Donc, la plante, elle est constituée, bien entendu, d'une tige, hein, puis il y a des feuilles, puis il y a des graines. Alors, les graines, on va les récolter pour faire tout ce qui est médicaments, pour faire des huiles, bien entendu, ou même utiliser la graine en tant que telle. Alors, la fibre, ben, nous, on ne va même pas non plus utiliser toute la fibre. Parce que première opération, avant d'amener des copeaux chez nous, ben, c'est une opération de défibrage. Donc, on va enlever toutes les fibres qui se trouvent sur l'extérieur, bien entendu, de cette tige. Et ces fibres vont être utilisées, on va faire des cordes, ça c'est certainement le produit le plus connu, mais on peut faire aussi tous des éléments type carrosserie, et pas mal de choses, puisque la fibre est très, très résistante, la fibre de chanvre est très résistante. Et puis alors l'intérieur, ça c'est ce qu'on va utiliser, c'est tout ce qui est copeaux et qu'on appelle la chaîne-botte. Donc là, on a effectivement l'ensemble de l'agrégat. Alors, savoir qu'un hectare de chanvre absorbe autant de CO2 qu'un hectare de forêt. Donc, c'est quand même assez intéressant. Alors, comment est-ce que une plante absorbe du CO2? C'est tout simplement lié à la photosynthèse, c'est-à-dire que la plante va consommer du CO2 et de la lumière et transformer cela en glucose. Voilà. Donc, tant que vous ne brûlez pas la plante, eh bien, le glucose reste enfermé dans cette plante. C'est la solution, moi, idéale. Donc, voilà. Vous pouvez imaginer qu'en fin de vie, par exemple, d'un bloc dans une centaine d'années, pourquoi pas, on puisse déconstruire, pas démolir, déconstruire la maison et la retraiter et puis refaire de nouveaux blocs, effectivement, avec les agrégats qu'on a ainsi récoltés. Alors, mais ce n'est pas tout. Donc, je l'ai dit qu'il y avait un liant. Et donc, on va utiliser la chaux, deux types de chaux, une chaux aérienne et une chaux hydraulique. Alors, la chaux aérienne, c'est un liant qui fait sa prise avec l'air et la chaux hydraulique, bien entendu, avec l'eau. Voilà. Alors, comment est-ce qu'on fabrique cette chaux? Une chaux, c'est tout simplement une pierre calcaire que l'on va porter à haute température en cuisson. Une fois qu'elle est cuite, on va la broyer, et puis on va pulvériser l'eau pour avoir ce qu'on appelle une chaux éteinte. C'est cette chaux qui va être utilisée. Alors, quelle est la différence entre une chaux aérienne et une chaux hydraulique? Une chaux hydraulique, tout simplement, il y aura de l'argile dans la chaux. La chaux n'est pas, le calcaire, pardon, n'est pas pur. Voilà. Alors, pourquoi est-ce qu'on utilise les deux? Parce qu'en fait, quand on va fabriquer les blocs à base de ce béton de chanvre, donc ils vont être moulés, on va le voir ici, voilà, ils sont moulés dans une zone pondeuse. C'est vraiment le même principe que pour fabriquer des blocs béton. Donc, on vient les mouler sur des planches comme ça. Et on a besoin quand même d'une résistance assez rapide. La chaux aérienne prend beaucoup de temps à faire sa prise, tandis que la chaux hydraulique, c'est beaucoup plus rapide. Donc, elle va passer dans un circuit, hein, toujours sur les planches, de façon à avoir une prise. Et quand cette prise est obtenue, on va pouvoir utiliser le robot pour palettiser, reprendre les blocs et reconstituer comme ça les palettes. Et une fois, évidemment, que les palettes sont constituées, eh bien, elles vont être mises dans des racks pour poursuivre le séchage. Et c'est à ce moment-là que la chaux aérienne va faire son effet. Pour information, une chaux aérienne, il faut compter plus ou moins 7 à 8 semaines pour qu'elle puisse faire sa prise. Donc, vous ne pouvez pas placer ces blocs directement. Donc, les blocs viennent toujours, quand ils viennent chez vous, ils sont déjà restés quelques mois en stock chez nous pour le séchage. C'est un petit peu des raisons aussi pour lesquelles les deux administrateurs ont créé ce produit en bloc, puisque bon, il était déjà très connu en forme de projeter. On pouvait projeter du chanvre sur des ossatures. Problématique, c'est qu'on doit interrompre le chantier pendant 7 à 8 semaines pour attendre que le chanvre sèche. C'est quand même un temps perdu et
qui nécessitent une organisation vraiment bien précise et pas très simple. Donc voilà, donc en utilisant des blocs, c'est beaucoup plus facile. Quand ils arrivent, ils sont secs, on les pose. Alors, les blocs, ils se déclinent dans quel format? Savoir que les blocs font toujours 60 de long et 30 cm de haut. D'un point de vue épaisseur, on les a en 7,5, 9, 12, 15, 20, 25, 30 et 36. Voilà. Donc, savoir aussi que ce bloc, même si c'est un bloc de maçonnerie, il n'est pas porteur. Donc, si on doit constituer un mur portant, il faudra intégrer, confiner dans l'épaisseur du mur, un système structurel. Alors, un système simple, ce serait de couler du béton pour réaliser des poutres et des colonnes. Et ça existe. Nous avons des éléments spéciaux pour les blocs de 30 et de 36. Donc, si on prend un bloc de 36, on va avoir un percement d'un diamètre de 18 et on aura qu'il y aura une largeur intérieure de 18 et bien entendu une hauteur de 20. Voilà. Mais non, c'est pas fort. Il peut arriver que d'un point de vue poutre, on n'ait pas assez avec 20 cm. Comme le bloc fait 36, que l'on a 18, ben, ne fait pas l'affront, ça veut vous dire qu'ici, on a 2 fois 9, et comme par hasard, on a des blocs de 9. Donc, on coupe le bloc de 9, et on peut venir recoller ici un élément, et on rehausse ainsi la poutre en béton armé qui est confinée. Ça, on verra un peu plus loin. Alors, savoir aussi qu'on a une gamme de linteaux. Cette gamme de linteaux est prévue pour reprendre seulement et uniquement le triangle de maçonnerie qui se superpose à ce dernier, et ce linteau ne reprend pas de charge venant d'un plancher ou autre, puisque la maçonnerie n'est pas portante. Alors, quels sont les aspects que l'on va peu étudier sur les aspects techniques sur le bloc? D'abord, pourquoi est-ce qu'on construit une maison? On construit une maison pour se protéger des actions extérieures. Les actions, ça peut bien entendu être tout ce qui est, bien entendu, variation de température. Donc, il faut qu'on isole, on s'isole de l'extérieur, tant du froid que du chaud. Bien entendu, il faut aussi que cette paroi soit étanche à l'eau. Vous ne pouvez pas imaginer vivre dans une maison et être constamment mouillé. Il faut aussi évidemment que cette paroi soit isolante acoustiquement. Bah oui, il ne faut pas que dès qu'il passe un avion au-dessus, on ne s'entende plus dans la maison. Et accessoirement, quand même, de temps en temps, il faut que vous soyez aussi protégé des incendies qui pourraient survenir. Et tant qu'à faire se peut, et je crois qu'on en parle de plus en plus, et avec raison, essayez aussi de respecter au maximum l'environnement. Voilà. Donc, on va un petit peu étudier tous ces aspects les uns après les autres. Donc, il faut d'abord avoir une enveloppe performante d'un point de vue thermique. Donc, point de vue thermique, ça ne suffit pas que d'isoler les parois opaques. Faut-il encore aussi isoler tout ce qui est nœud, donc tout ce qui est jonction entre une maçonnerie et un plancher. Et pour ça qu'on a des éléments en U qui sont isolants et qui vont permettre d'isoler et ne pas avoir du froid, donc avoir du bleu ici côté intérieur. Voilà. C'est ce qu'on appelle tout ce nœud constructif. Et on vérifie aussi, on peut vous aider à vérifier certains nœuds. Bon, il y a la déperdition de chaleur au droit du nœud, ça c'est un point, mais il y a également le risque de condensation superficielle au niveau du nœud, et ça on peut regarder aussi, on peut le vérifier. En fait, ça se vérifie par un facteur de température. Il doit toujours être supérieur ou égal à 0,7 dans des conditions bien définies par la norme. Voilà. Ça, c'est une chose. Maintenant, comment est-ce qu'on se situe par rapport à d'autres matériaux d'un point de vue isolation? Bien entendu, on a fait un petit graphique où on met la masse volumique ici, et puis voilà, on met le lambda. Et bien, vous voyez que en finalité, on se trouve juste après tout ce qui est matériaux isolants. On n'est pas un isolant pur, puisqu'on a quand même un lambda de 0,071, mais on est quand même franchement beaucoup plus isolant que tous les matériaux qui sont dits porteurs, et même pour certains qui sont même dits isolants. Voilà, donc on a une bonne situation au niveau de ce graphique. Alors d'un point de vue thermique, on n'a pas que la déperdition, que ce soit la déperdition au niveau de la surface ou même la déperdition au niveau des nœuds constructifs. Il y a aussi d'autres phénomènes qui interviennent. C'est là qu'on fait intervenir, par exemple, la température de confort. Donc, on définit la température de confort comme étant la température, la moyenne entre la température de la paroi et la température de l'air ambiant. La température de l'air ambiant, c'est facile, c'est la température à laquelle on chauffe la pièce. Température de confort, c'est la température à laquelle vous vous sentez bien dans votre maison. Si on imagine une température de confort de 20 degrés, vous comprendrez aisément que si la température de la paroi vaut 20, on chauffe à 20 et on est parti. Maintenant, si effectivement la température de la paroi est plus faible,
Imaginons 18, ben, il va falloir chauffer à 22 degrés. Oui, mais savoir qu'un degré supplémentaire fait augmenter la consommation en énergie de 10%. Alors pourquoi est-ce qu'on obtient avec du béton de chanvre une paroi qui est relativement chaude? Parce que tout simplement, on travaille avec un monomure et on travaille avec un matériau qu'on appelle dit du groupe 1 parce qu'il est complet sur toute sa section, c'est que du chanvre. Il n'y a pas de trou, il n'y a pas d'interstice, il n'y a rien du tout. Voilà. Donc, on a vraiment un matériau qui est isolant dans la masse. Et ça permet d'avoir cette caractéristique. Caractéristique qui est difficile d'introduire dans des logiciels thermiques. C'est des modèles mathématiques qui sont très compliqués. Autre chose, autre phénomène aussi, c'est ce qu'on appelle vulgairement l'inertie thermique. En fait, l'inertie thermique, c'est quoi? C'est un rapport entre la capacité qu'une paroi a à absorber de l'énergie et le temps de refroidissement de cette paroi. Donc, idéalement, il faudrait que la paroi absorbe un maximum d'énergie pendant qu'on chauffe la pièce, mais lorsque le système de chauffe se met à l'arrêt via le thermostat, ben, il faudrait qu'elle restitue lentement la chaleur qu'elle a accumulée. Alors, les deux paramètres, on va un petit peu les étudier. D'abord, on a le facteur QS. QS, c'est vraiment la quantité de chaleur, c'est des joules par mètre carré que l'on va absorber. Et on voit effectivement que le béton, puisqu'il masse beaucoup plus, ben, il va absorber beaucoup plus. Hein, on est quand même déjà plus que du béton cellulaire, on est même plus que du verre cellulaire. Le bloc terre cuite, ben, c'est clair qu'il est un peu plus lourd, il va absorber. Donc, OK, ces matériaux absorbent beaucoup plus. Maintenant, il faut évidemment qu'ils restituent cette chaleur lentement. Ça, c'est ce qu'on va voir avec le facteur A, qui est le temps de refroidissement. Et là, si on reprend évidemment notre béton, ben, on voit qu'il a absorbé beaucoup, mais en 8 heures, il s'est refroidi. Donc, en finalité, c'est pas tellement, il n'y a pas tellement une si bonne inertie thermique que ça. Par contre, le bloc de change, il va lui falloir 48 heures pour se refroidir. Donc, voilà. Donc, ici, on a vraiment un espèce de tampon, un mur trompe, on va dire entre guillemets, qui va permettre de faire des échanges et réduire de façon non négligeable la consommation énergétique. Ça, c'est un phénomène. Troisième phénomène qui est assez intéressant avec le bloc de béton de chanvre, si vous le regardez, donc ça, c'est ce que vous voyez à l'œil nu, vous agrandissez un petit peu, vous grossissez l'aspect, et vous voyez qu'on a pas mal d'interstices dedans. Alors, ces interstices, évidemment, on va laisser l'air circule. Donc, ça veut dire qu'il y a de l'air chaud dedans. Donc, si on a un problème de régulation du taux d'humidité, eh bien, ce taux d'humidité, si la température de la pièce descend, cette humidité peut migrer dans les interstices et vice-versa. Une fois que la température remonte, elle peut ressortir. Vous savez que au plus l'air est chaud, au plus il va pouvoir absorber une certaine quantité d'humidité. Voilà. Quand on parle d'humidité relative ou d'humidité absolue, l'humidité relative, c'est met en pourcentage, ben, c'est le pourcentage d'humidité qu'il y a par rapport à ce que l'air à la température donnée peut accepter. Il est clair que si évidemment la température chute, ben, l'air acceptera beaucoup moins d'humidité. Et donc, quelque part, cette humidité excédentaire ira condenser sur une paroi, souvent sur une paroi froide, et c'est souvent le châssis ou la vitre. Donc, voilà, ça peut jouer un rôle non négligeable. Sachez quand même que c'est un matériau qui respire bien, puisqu'on a quand même un mu de 2,8. Donc, voilà, c'est intéressant. Alors, ça, c'était pour la partie thermique. Autre aspect, c'est bien entendu l'aspect acoustique. Alors, savoir que le béton de chanvre ne fait pas mieux, mais ne fait pas pire que d'autres matériaux traditionnels. D'un point de vue réduction de bruit. Donc, la réduction de bruit, c'est vraiment bien distingué avec l'absorption. La réduction de bruit, ben, vous avez une source sonore dans une pièce, vous êtes dans une autre, ben, quel niveau de dB allez-vous ressentir? Si par exemple, il y a, je sais pas, 70 dB dans la pièce à côté, et si c'est votre chambre, il faudrait qu'il y en ait pas plus que 30-40 dB. C'est un maximum qu'on peut mettre dans une chambre.
Savoir qu'une réduction de l'ordre de 40-42 dB, vous allez l'atteindre avec un bloc de chaux-chanvre de 15 cm d'épaisseur avec un enduit deux faces. Voilà, ça vous donne une idée. Et c'est ce que la norme demande. Donc, on est tout à fait, on suit vraiment la norme. Donc, il y a quand même des spécifications beaucoup plus sévères, essentiellement entre deux logements, mais là, on conseille toujours de dédoubler les murs, ne serait-ce que pour éviter un passage du bruit par les planchers. Alors maintenant, l'absorption, ça c'est autre chose. L'absorption, si vous êtes par exemple dans une pièce qui est vraiment bien plafonnée, il n'y a pas de tenture, il n'y a rien du tout, eh bien vous allez mettre une source sonore et vous allez obtenir ce qu'on appelle une réverbération. Donc, c'est-à-dire que la paroi étant réfléchissante d'un point de vue son, le son va migrer dans tous les sens, donc il y a réverbération. Et ici, avec le chaud-chanvre, le son va pénétrer dans la paroi et va venir se noyer dans ces cellules. Donc, si on considère le chaud-chanvre sans enduit, on peut avoir 85% d'absorption. Donc, pour des cas très spécifiques, comme par exemple des studios d'enregistrement ou autres, eh bien, on pourrait très bien doubler la cloison avec du bloc de chanvre ou, je ne sais pas, hein, peut-être des ateliers ou des pièces où il y a pas mal de bruit. Bon, c'est peut-être une solution. Donc là, on peut évidemment vous aider. Il est clair qu'on a, bien entendu, des PV acoustiques, mais on n'a jamais tous les PV acoustiques. Toutes les compositions, on y passerait toute une vie et encore, on n'aurait pas fini. Donc, sur base de PV existants, on sait faire des simulations. On s'est outillé d'un logiciel franco-français pour vraiment faire des simulations sur des compositions bien spécifiques. Donc, si vous avez des prescriptions, des spécificités très complexes, n'hésitez pas à nous contacter, on pourra certainement faire quelque chose. Voilà. Non, je vous parlais tantôt de la norme, vous voyez, entre deux pièces, voilà, on admet que le confort acoustique normal est de 35 dB, donc ça veut dire que on ne peut pas avoir plus de 35 dB dans la pièce et un confort acoustique supérieur, maximum 43 dB. Voilà. Et maintenant, si on est, ça c'est dans le cas où on est entre locaux de logements différents, donc soit des appartements, soit des maisons, la norme est un peu plus stricte. Mais comme je vous disais, on conseille vivement de doubler les murs. Donc, on arrive presque à la fin de l'étude, de l'enveloppe qui va vous protéger. Ce qu'il faut effectivement aussi que d'un point de vue feu, ça je ne le souhaite à personne, mais il faut que les habitants soient protégés. Alors, le but n'est pas non plus que vous puissiez rester dans la maison et attendre que ça s'éteigne, absolument pas. Le but de la protection incendie, c'est bien entendu de vous permettre d'évacuer les lieux et de permettre également aux services incendie d'agir. Alors bon, on parle de plusieurs critères. On ne parle plus de RF, on parle de EI ou de REI. Alors ça veut dire quoi? E, ça veut dire qu'on est étanche au feu, donc ça veut dire que par rapport à l'incendie qui pourrait se procurer, qui pourrait se développer dans une pièce, eh bien, cette paroi va empêcher le feu de se propager par conduction. Ça, c'est une chose. Et puis, deuxièmement, il doit aussi être... non, ça, c'était l'isolation, pardon, excusez-moi. L'étanchéité, c'est plutôt étanche à la fumée. Donc, c'est clair qu'il ne faut pas que la fumée puisse passer à travers la paroi et venir intoxiquer les gens. Et par contre, pour éviter la convection du feu par chaleur, c'est évidemment l'aspect isolant. Il se peut aussi, et c'est souvent demandé dans certains cas, qu'on exige une capacité portante de la structure. À ce moment-là, on parle de REI. Donc, ça veut dire que quand on dit un REI, la paroi doit être REI, eh bien, il y a un PV qui est réalisé et on sait que pour un certain temps, par exemple 60 minutes, eh bien, la paroi va conserver la charge pour laquelle elle est prévue, je ne sais pas, peut-être une tonne au mètre linéaire, pendant ce temps. Voilà. Bien entendu, je vous l'ai dit au début de cet exposé, le bloc de chaud-chanvre n'est en aucun cas porteur. Mais on peut effectivement réaliser des structures internes et cette structure va apporter l'aspect résistant, donc le R, tandis que tous nos PV, nous, sont faits avec les indices EI. Voilà. On pourrait, pour information, un bloc de 20 cm
et EI 120, donc ça veut dire qu'il est étanche et isolant pendant 120 minutes. Ça fait 2 heures. Les pompiers peuvent venir quand même de loin avec le bloc de vent. Voilà, pour l'aspect feu. Alors, le dernier aspect, et non des moindres, c'est l'aspect environnemental. Donc, essayer de respecter au mieux l'environnement. Un des critères, ce n'est pas le seul, mais un des critères dont on parle le plus, c'est évidemment les émissions CO2. Alors, bon, il y a moyen de discuter sur les chiffres. Certains des chiffres viennent des normes françaises, des fiches FDES, donc sur la base INES, ou alors éventuellement de Cobra, de Totem, pardon, excusez-moi. Mais sur Totem, c'est pas très développé, ouais, c'est pas très fiable. Totem, on parle d'une paroi composée, donc on définit vraiment toute une paroi. Ici, il faut plutôt voir matériau par matériau. Alors, vous voyez que, bon, évidemment, le bloc d'ISOM, il a une valeur négative, ça s'explique. Puis, d'abord, c'est un matériau qui n'est pas cuit, qui n'est pas autoclavé. C'est un matériau qui nécessite pas d'apport de chaleur. Alors, vous allez me dire, oui, mais la laine de bois, comment ça se fait qu'elle n'est pas négative? Parce que dans son processus de fabrication, évidemment, il y a des interventions industrielles qui sont consommatrices d'énergie et donc il y a des rejets de CO2. Voilà. Donc on est vraiment un des rares matériaux, à part aussi le bois, mais le bois massif qui pourrait être considéré comme avec des valeurs négatives. Alors construire, on construit tout ce qu'on veut. Hein. Il n'y a aucune, toutes les libertés sont possibles d'un point de vue architectural, d'un point de vue revêtement, on peut mettre un bardage, quel qu'il soit bois, métal, tout ce qu'on peut imaginer, terre cuite. On peut mettre un ordi, on peut mettre une brique, voilà, c'est ce qu'on veut. Alors, on va un petit peu regarder les quelques systèmes constructifs, comment est-ce qu'on peut réaliser une maison nouvelle construction avec un mur portant. Donc, je vous ai dit tout à l'heure, début d'exposé, que nous avions des blocs percés dans lesquels on pouvait réaliser des poteaux et des blocs U dans lesquels on pouvait réaliser des poutres. Eh bien, on va tout simplement réaliser un système poteau-poutre confiné dans l'épaisseur de la maçonnerie. Là, je vous invite vraiment à vous orienter vers le bloc de 36. D'abord, d'un point de vue norme PEB et PEB, vous êtes déjà avec une déperdition surfacique de 0,19 watts par mètre carré par degré Kelvin, alors qu'avec le bloc de 30, on est à 0,23. Je rappelle que la norme fixe quand même une valeur limite de 0,24. Donc, on est juste. On est juste d'un point de vue thermique, mais d'un point de vue stabilité, croyez-moi en mon expérience, c'est beaucoup plus simple de faire tenir un bâtiment dans du 18, c'est beaucoup plus facile de faire rayer dans un trou de 18 que dans un trou de 15. Voilà. C'est une manière de faire, c'est certes pas une mauvaise manière, c'est une manière qui est très couramment utilisée. Je dirais que 75% de nos constructions sont faites avec ce procédé. Ce n'est pas le seul. Voilà. Alors maintenant, voilà, c'est le genre bon, vous faites aussi des études de faisabilité. C'est le genre de plan que vous allez recevoir. Vous voyez, on vous donne une idée. Je dis bien que c'est une idée. Hein. Sur base d'une étude de faisabilité, c'est vraiment vous donner des conseils et des lignes directrices pour que votre architecte puisse finaliser le projet et même le bureau d'études, si ce n'est pas nous, réaliser la stabilité du bâtiment. Voilà. Ce genre de projet que vous avez, vous voyez tous les petits poteaux, il faut compter. Pour une maison individuelle, il y a entre 15 et 20 poteaux sur le périmètre. Ce n'est pas beaucoup. Alors, gros avantage de ce système, bien entendu, vous avez toujours des poteaux et des poutres. Si vous voulez réaliser un jour une ouverture, vous réalisez une ouverture, pourtant vous n'en faites pas dans la colonne, bien entendu. Mais parce que vous voulez, vous n'avez pas besoin de recréer un support. Et si, dans 50, 100 ans, on avait un matériau encore plus miraculeux, parce qu'on évolue, heureusement, on pourrait très bien imaginer de déconstruire le bâtiment, mais conserver la structure poteau, poutre en béton armé, et puis venir la réhabiller par ce matériau dit merveilleux. Voilà.
Ça, c'est quelques petites réalisations, des vues 3D qui ont été faites avec un système M-Pro. Bon, un petit peu l'impression que la charpente est un petit peu lourde, de savoir que c'est un projet qui est en France, donc on est dans une zone sismique 3. Donc là, il faut effectivement bien prendre tout cela en compte. Voilà, et vous voyez que tout un système de poutres ici, de colonnes, pardon, et puis on a une poutre en tête. On avait aussi une poutre ici au milieu puisque tout était libre sur l'intérieur, et on a également des poutres de rampant pour constituer les pointes de pignon. Ça, c'est un autre bâtiment, ce n'est pas le même, où on a préféré ne pas faire les pointes de pignon et garder tout en structure bois. C'est un choix. Ça, c'est un bâtiment qu'on a étudié, qui est en train de se réaliser à Braine-le-Château, où on est sur une structure. Donc, le sous-sol est en béton armé, et puis le reste, c'est bien entendu une structure poteau. Pour de temps en temps, on a des colonnes en acier, parce qu'on a des ouvertures à ces endroits, des grandes ouvertures. Et tous les planchers, on diaphragme tout avec des planchers en bois. C'est une solution. Du point de vue plancher, on met ce qu'on veut. On peut très bien mettre du ourdi, on pourrait mettre du trinquelavo, on peut mettre un plancher bois, on peut mettre un plancher collaborant, tout est faisable. C'est une question d'étude et c'est une question de rentabilité. Voilà. Ça, c'est un autre bâtiment. Encore une fois, ici, voilà, on est tout simplement sur un système poteau-poutre et avec toute la toiture bien dégagée en bois. On peut également mettre des blocs de chanvre comme isolant horizontal, donc isoler le plancher avec du bloc de chanvre. Il faut quand même compter qu'il faudrait 30-36 cm d'épaisseur. Au minimum, c'est quand même 30. Voilà. Un système de détail sur un vide sanitaire, on a mis ici notre bloc de 36, on a remis un complément, et puis on a un bloc de 30 qui vient se mettre, pardon, excusez-moi, en isolation. Et bon, vous voyez qu'on n'a aucun problème d'un point de vue déperdition à l'endroit de la jonction entre la paroi verticale et la paroi horizontale. Pareil, parfois on peut se poser, dire, oh oui, mais enfin, ils mettent des poteaux dans les murs, pour là, ça doit fuiter, c'est une perte dans l'isolant, mais non, pas du tout. Vous voyez que même avec ce poteau, on a une valeur négative. Pas dire que le poteau chauffe la maison, mais en fait, on n'a pas un supplément de perte. Donc, si on calcule notre PEB avec la déperdition surfacique sans tenir des poteaux, à la limite, on peut encore en déduire quelque chose dû au poteau. Alors, vous allez me dire comment ça se fait qu'on met une poutre dans le bazar et qu'en finalité, ça n'a pas d'impact. Ça n'a pas d'impact parce qu'en fait, la chaleur est un flux. Et un flux, comme de l'eau, c'est un flux. Et vous voyez que ce flux va vraiment venir épouser la forme du poteau rond. Il n'en serait pas de même si on avait un poteau carré. Voilà. Même au niveau d'un angle, eh bien, on est encore sur une valeur négative. C'est faible, mais enfin voilà. Donc, ça veut vraiment dire qu'on n'a presque pas d'impact par les poteaux dans la maçonnerie. Excusez-moi. Alors, autre manière de faire, ce serait de se dire, on va construire une ossature métallique. Et quand l'ossature métallique est construite, on va venir habiller cette ossature de chanvre. Ici, on a une réalisation. Il y a un mois, j'ai encore recalculé un projet pour un client. Il voulait faire une structure métallique. Ça a un avantage, puisqu'une fois que la structure est faite, il a fait faire par entrepreneur, il a fait monter, il peut facilement venir l'habiller. Il a déjà tous les poteaux en acier comme guide pour venir monter la maçonnerie. C'est déjà beaucoup plus aisé. Et d'un point de vue plancher, il peut utiliser un plancher bois et venir réaliser lui-même son plancher bois sur les poutres en acier. Voilà. C'est une question de choix, bien entendu. D'un point de vue écologie, une fois qu'il y a de l'acier, on est quand même facilement à 8-9 tonnes d'acier. C'est à peu près la tape. D'un point de vue impact CO2, l'acier, c'est pas ce qu'il y a de plus top, bien entendu. Pour une fois, on vous remet encore les petites valeurs U en fonction des épaisseurs des murs. Donc, bon, ici, moi, je conseille au minimum le 36, mais bon, si vous voulez faire mieux, si vous voulez, si votre but, c'est de réduire la consommation énergétique, on peut commencer à ajouter, par exemple, aussi à un bloc de 36 plus 12, on a U014. Pour information, le passif,
Ce n'est pas une valeur, c'est pas une valeur de critère, c'est une valeur indicative. On conseille quand même de ne pas avoir de déperdition supérieure à 0,15. Il me dire ici, on est bon, ouais, mais les murs doivent hélas compenser les pertes par les fenêtres. Moi, je vous conseille quand même, si c'est pour faire une maison passive, en fonction de la situation, en fonction aussi de l'ensoleillement, pourquoi pas aller vers un bloc de 60, vous allez dire, là, 60 cm, bon, si vous regardez un système traditionnel pour faire une maison passive, on n'est pas très loin de ça, et un bloc de 60, ben, comme les blocs font 30 et qui font 60 de long, ben, c'est quand même beaucoup plus facile, on met deux blocs qu'on va remarier dans un sens et dans l'autre à chaque rang, et on obtient comme ça quelque chose de facile sans se fatiguer. Voilà, mais bon, tout ça, évidemment, s'étudie. Moi, je vous conseille quand même d'aller le plus loin possible sous l'aspect énergétique, en se disant bien qu'aujourd'hui, on construit, c'est toujours la même problématique. Aujourd'hui, on construit et on a en tête que le budget. Ouais, je sais que c'est important, mais n'oubliez pas que la maison, il faudra la chauffer. Et lorsque vous aurez votre prêt hypothécaire à rembourser, plus des consommations énergétiques qui ne vont aller qu'en augmentant, dans 15 ans, vous allez faire une drôle de tête. Par contre, si vous vous dites, là, je vais déjà mettre un peu plus, je vais investir un peu plus dans mon bâtiment, vous allez vers une maison passive, c'est comme si vous remettiez le poste énergétique dans le prêt hypothécaire. Donc, une maison passive, ça coûte entre 10 et 15% en plus qu'une autre maison. Mais la consommation en chauffage, elle est nulle presque. Hein, parce qu'il faut atteindre des critères, et ça c'est un critère, de 15 kWh par mètre carré par an. C'est vraiment très, très peu. Donc, vous allez payer pas du tout, presque pas d'énergie, que ce soit pour le chauffage ou même pour l'eau chaude sanitaire. Donc ça vaut vraiment la peine d'avoir la réflexion et de se dire, OK, il n'y a plus de primes pour les maisons passives, mais est-ce que je dois attendre d'avoir des primes pour construire une maison qui en fait consomme le minimum? Et ça, moi, je crois que ça en vaut la peine. Lorsque l'on est impacté dans son budget par des montants astronomiques d'énergie, on l'a vu hein, encore pendant cette crise sanitaire, que certains ont vraiment des difficultés. Voilà. Moi, je dis ça et je ne dis rien, je ne fais pas plus la publicité que du passif, mais je vous invite à vraiment bien réfléchir et aller au-delà que d'un certificat PEB. Un certificat PEB, c'est un document administratif voilà, qui fait plaisir à l'administration, mais qui réellement, en soi, n'est pas un document qui quantifie les besoins en énergie. Ça, c'est faux. Donc voilà un petit peu c'est cette maison-ci que l'on a calculée ici dernièrement en ossature métallique. Voilà. Bon, quelques détails, à moyen, bien entendu, en utilisant des blocs U, de pouvoir intégrer les colonnes et même les poteaux dans le chauffage, pardon, et de ne plus rien voir. Et d'un point de vue plancher, ben voilà, ça sera plancher de bois. Ici, on a un plancher collaborant qui est sur la poutre en acier. Si on ne veut plus l'avoir, ben, le plancher collaborant est sur l'aile inférieure des poutres. Alors, autre manière de construire un bâtiment, c'est de le faire en structure bois. Alors, la structure bois, donc je parle bien d'une structure, hein, donc c'est un système poteau-poutre qui est confiné ou qui est intérieur. C'est certainement le système le plus écologique. Voilà, parce que on utilise un matériau biosourcé en parement, qui est le bloc isoimp, et structurellement, on a du bois. Ça, si vous voulez pousser les choses très loin, c'est la meilleure solution environnementale. Encore une fois, on reste sur les mêmes valeurs U, puisqu'elles ne dépendent en aucun cas de la structure. Voilà, de bâtiments, parfois ça, on se dit, là, il y a beaucoup de bois, croyez-moi, c'est pas si catastrophique que ça. Pas du tout. Ça permet quand même, encore une fois, d'aller vite, où on pouvait faire monter la structure et puis faire les planchers vous-même en bois. Et on obtient quand même pas mal de bons résultats. Ce qui fait souvent peur sur les planchers en bois, c'est l'acoustique. Bon, non, ce n'est pas du tout dérangeant. Savoir que ses propres bruits ne polluent pas, c'est plutôt le bruit des autres. En rénovation, maintenant, on va venir remettre un mur contre le mur existant. Très souvent, on isole par l'intérieur. Alors, toujours faire attention que lorsque l'on isole par l'intérieur, il faut bien regarder si la paroi extérieure existante est bien respirante.
pourrait très bien avoir un ancien parement en briques qui seul, ou un mur de briques, un mur de briques et demi d'épaisseur, qui seul est respirant, mais hélas, l'ancien propriétaire est allé mettre une mauvaise peinture. Et cette peinture n'est pas respirante. Donc, si on a un doute, si on a la fiche technique de la peinture, on peut faire une simulation, nous demander, on vous le fera. Si maintenant on ne connaît absolument pas les qualités de la peinture, moi je n'ai qu'un seul conseil à vous donner, c'est de l'enlever. Et si vous vous dites, oui, mais j'aimerais quand même bien le repeindre, ce n'est pas grave, on va reprendre une peinture qui est référencée, dont on a la fiche technique, et là on fera la simulation sur cette bonne peinture. Et là on aura quelque chose qui tient la route. Qu'est-ce qui risque de se passer si effectivement on ne fait pas ça? Ben, la vapeur d'eau va migrer, elle va sortir du bloc chaud-chauffe, elle va rentrer dans la maçonnerie existante, elle va commencer à sortir, et puis elle arrive sur la paroi extérieure qui est complètement étanche à la vapeur d'eau. Cycle chaud-froid, ben, elle condense, cycle gel-dégel, ça s'éclate. Une fois qu'on a saturé, ne serait-ce que même que les 2 ou le centimètre extérieur à 100% d'eau, ben, avec un cycle gel-dégel, effectivement, on va éclater. Donc la peinture existante, elle va quand même partir. Donc tant qu'à faire, ben, on sable et on remet une nouvelle peinture si on a ça fonctionne très bien avec une maçonnerie en briques nue, d'accord, et ça fonctionne aussi avec des parements en moellon, pour autant qu'on considère effectivement qu'il y a évaporation par les joints. Alors, ce que l'on regarde dans une simulation, pareil, c'est effectivement, il y aura condensation. Il ne faut pas se voiler la face, on peut dire il n'y aura jamais, c'est pas vrai, il y aura. Il y aura quand ben, on analyse ça sur une année complète, on analyse ça sur un cycle annuel, généralement avec les données météo de l'année précédente, et on va voir quand ça condense et quand ça s'évapore. Généralement, on peut dire que ça condense sur les mois de novembre, décembre, janvier, février, et à partir de mars, ça commence à évaporer. Donc, si sur l'année, on arrive à évaporer autant que ce qu'on a condensé, pas de problème, on peut y aller. Si par contre, on arrive à un système où on condense plus que ce qu'on évapore, là, il y a souci. C'est très, très rare. Moi, je n'ai encore eu aucun cas où on a dit stop, on ne faut pas faire. Donc mais ça vaut la peine quand même de faire cette vérification. Voilà, donc quand on rénove par l'intérieur, bien entendu, c'est un peu différent. Je vous l'ai dit, le bloc, il n'est pas porteur, donc il faudra quand même conserver l'aspect portant des maçonneries extérieures. On peut également envisager de refaire une isolation de sol en mettant encore une fois des blocs à plat. Non, il faut voir si vous êtes sous le couvert de la législation PEB. Pour des rénovations assez lourdes, vous devez fournir un document PEB, pour des autres, non. Donc, si vous n'êtes pas obligé de faire une étude PEB, bon, à la limite, voilà, hein, vous pouvez même vous contenter de 15 cm. Vous savez, parfois sur une rénovation, il ne faut pas beaucoup pour améliorer considérablement l'aspect thermique du bâtiment. Pas non plus espérer faire une maison passive sur une rénovation, c'est faisable, mais là, on ne sera plus sur des 10-15% de différence, les coûts seront beaucoup plus élevés. C'est un compromis, quoi, en finalité. Alors, quand on rénove, quand on rénove, généralement, les murs ne sont pas toujours très droits. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va profiter de la rénovation pour remettre la nouvelle maçonnerie ISOM droite. Et entre la maçonnerie existante et la maçonnerie ISOM, il y aura un interstice qu'on va bien entendu combler d'un mélange de chanvre et de chaux. On verra ça tout à l'heure. On a aussi la possibilité, on a un détail qui permet de traiter l'humidité ascensionnelle. Vous savez que dans certaines maçonneries existantes, on a une humidité ascensionnelle qui se fait sur 1 mètre, 1,50 m. Je sais qu'il existe des injections. Bon, est-ce que ça fonctionne? Bon, c'est une injection. Il y a des endroits où ça va peut-être bien fonctionner, des endroits où ce ne sera pas top. On a quand même une solution où ici, on vient refaire un petit empierrement et on fait une dalle en béton et on va mettre une étanchéité pour éviter déjà l'humidité ascensionnelle sur la nouvelle dalle. On va la remonter, le retourner. Et on va mettre, avant de mettre le bloc de chaud-chauffe sur 1 mètre, 1,50 m, on va mettre une espèce de platon, mais c'est un platon à grosse nob, c'est ce qu'on appelle le Drainer Panel. Vous trouverez ça chez Heinrich Meyer. C'est un platon qui fait à peu près 2 cm, qui existe même percé pour
permettre toujours la diffusion de vapeur d'eau. Et bon, ben, si même on a de l'humidité ascensionnelle ici sur la brique, ben, à un moment donné, une fois qu'elle est un peu trop, ben, elle va ruisseler ici derrière. On peut créer des petites pipes d'évacuation, comme ça on rejette l'eau vers l'extérieur. Mais en tout cas, si même le mur est mouillé ici, ben, il ne va pas transmettre cette humidité au mur intérieur. C'est clair qu'on aura une petite perte, mais c'est minime hein, d'un point de vue isolation thermique, parce que de toute façon, le mur existant, si vous l'isolez, c'est parce qu'il n'est pas isolant. Donc, il y a un peu d'eau dedans ou pas, c'est pas trop grave. Mais au moins, on a la quasi-certitude, pour autant que ce soit bien fait, ben, qu'on n'a pas de souci de passage d'humidité. Et au-delà d'un mètre 50, ben, on poursuit le système avec le chaud-chanfre. Voilà. C'est une manière de faire. Alors, je vous parlais tout à l'heure de ces simulations de risque de condensation. Un mur en moins long, ben voilà, on l'a simulé en mettant bien en mettant un prorata entre les joints et les pierres et on est parvenu à avoir quelque chose qui tient la route. Donc, vous voyez que sur l'année, ben, on regarde la condensation, ben oui, ça commence en novembre, puis en décembre, ben, ça continue. Janvier, février, mars, on a son pic, un pic en mars, et puis ça commence, il y a évaporation qui se fait, et hop, vous vous retrouvez avec un système qui est complètement évaporé sur une année, et ça, évidemment, on peut vous dire que ça tient la route. Alors, je vous ai parlé des préétudes tout à l'heure. Ben, ces préétudes, ça fait partie des services que nous offrons. Donc, bien entendu, nos commerciaux sont formés et ils sont aptes à vous donner un grand nombre de renseignements, qu'ils soient techniques, qu'ils soient de mise en œuvre et bien entendu de prix. On peut également, donc on vous réalise sur base d'un projet quand même déjà coté. Hein. Il ne faut pas nous amener un plan fait sans cotation pour y comprendre qu'on ne sait pas faire grand-chose, mais si on a déjà un projet coté, ne serait-ce même qu'un avant-projet, ben, on peut déjà vous faire une idée d'une étude de faisabilité. Voilà comment est-ce que je vais faire, où est-ce que je vais mettre des refends, où est-ce que je mets du chaud-chaud, est-ce que j'en mets partout, est-ce que j'en mets pas partout. Voilà, quels sont les points auxquels il faut faire attention et on vous transmet quelques petits détails types. Ce ne sont pas nécessairement le détail bien adapté à votre bâtiment, mais c'est un détail type, un détail générique qui va vous permettre déjà d'avancer avec votre architecte. Donc ça, c'est une chose. Deuxième chose qu'on peut vous proposer, c'est un devis estimatif. Alors, j'insiste bien sur le terme estimatif. Nous sommes fabricants, nous ne sommes pas entrepreneurs. Donc, nous allons vous transmettre un quantitatif. Il est clair que ce quantitatif, il est à contrôler par l'entrepreneur. C'est l'entrepreneur qui va passer commande. Vous, si vous jouez le rôle d'entrepreneur, donc d'autoconstructeur, c'est vous qui allez bien peaufiner vos quantités. Ce n'est pas nous qui prenons la responsabilité des quantités. Alors, vu le nombre de dossiers qu'on gère sur une année, vous comprenez qu'on ne peut pas non plus, pas le temps non plus de pouvoir faire cela. C'est un métier aussi. Et si bon, voilà, vous lancez dans l'autoconstruction, ben, ouais, c'est une très bonne idée. Je l'ai fait, je ne vais pas la critiquer, certes, mais il faut savoir où on va et où on met les pieds. C'est une chose certaine. Il faut être très sûr qu'on va pouvoir y arriver, mais on est là pour vous aider quelque part. Alors, autre service, c'est une formation. Donc, on peut vous donner une formation, que ce soit sur votre chantier, ou vous pouvez même venir assister à des présentations. On fait des présentations comme ceci à l'usine, et on va vous expliquer la technique de collage. C'est un petit peu ce qu'on va voir après ensemble. Moi, personnellement, j'ai collé, j'ai été autoconstructeur, je ne suis pas du tout entrepreneur. Je me suis lancé dans cette grande aventure et franchement, je ne le regrette pas et à refaire, je le referai. Voilà, ça a pas mal d'avantages, croyez-moi bien. Voilà tous les services. Et n'hésitez surtout pas à contacter tous les commerciaux, on vous les présentera tout à l'heure. Quelques réalisations qui ont été faites. Donc, ceci est une maison unifamiliale. C'est une maison qui est construite à Strasbourg. C'est la maison qu'on a vue tout à l'heure, la première maison que je vous ai dit qu'il y avait. Vous avez vu, il y avait une partie qui était avec des caves, une partie non cavée. C'est ce bâtiment, je vous ai dit, il est en zone sismique 3. Alors, une zone sismique, bon, je sais qu'ici en Belgique, on n'a pas encore, ça viendra peut-être certainement un jour, on n'a pas encore cette obligation légale de construire sismique. Savoir quand même que la carte sismique en Belgique, elle existe et que la Wallonie est bien impactée. Il y a des zones 3 en Belgique. Eh oui. Donc, zone 3, mais ça veut dire quoi une zone, ça veut dire quoi la sismicité, pour ceux qui ne savent pas? Ben, c'est très simple. Hein. On imagine que le bâtiment est sur une feuille de papier et on va le faire bouger à gauche, à droite, tout ça en même temps. Et qui plus est encore en plus, on va le faire monter et descendre. Donc, il est vraiment secoué dans tous les sens. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Toutes les masses
hein, qui sont données par les matériaux, ben, toutes ces masses vont se mettre en mouvement. Donc, il faut éviter que ces masses ne sortent du centre de gravité et ne s'effondrent. D'accord? Donc, nous, dans une conception chaud-chanvre, eh bien, toute cette sismicité va être reprise par la structure poteau-poutre. Et bien entendu, il y aura aussi pour l'aider des murs de refend. Donc, si nous avons nos voisins français, si les voisins français assistent à cette présentation, ben, sachez que généralement en France, lorsqu'on construit en parpaing, ben, on utilise aussi les parpaings pour contreventer d'un point de vue sismique. Ici pas, puisque le bloc chaud-chauffe n'est pas porteur, donc tout sera fait par des colonnes, donc il n'est pas question d'aller mettre 2 filants dans les colonnes, non, ce sera au moins 6 filants. Voilà, ça c'est ce que la norme, que ce soit l'Eurocode 8 ou même l'Eurocode 2, nous impose. Sachez que d'un point de vue stabilité, bah, on utilise les Eurocodes. Voilà, donc ouais, genre de bâtiment. Alors ça c'est un bâtiment en Belgique. Ça se voit tout de suite. Pourquoi? Parce que si c'est un bâtiment en France dans une zone sismique 3, ce genre de conception, c'est très compliqué à faire. Voilà. C'est beaucoup plus simple en Belgique ou en zone 1 et zone 2, ça c'est envisageable. Donc ici, on a vraiment des porte-à-faux, des excentrements de niveau. Et ça, tout ça est permis par une stabilité relativement bien étudiée. Vous voyez, c'est une maçonnerie qui est quand même assez propre, c'est bien faite. C'est ça des autoconstructeurs. Donc, c'est une architecte et son mari, ils ont fait leur bâtiment eux-mêmes. Le bâtiment n'est pas petit. Voilà, ils se sont lancés dans l'aventure et je crois qu'ils en sont contents. Mais quand on a fini son bâtiment, qu'on l'a fait soi-même, d'abord, on en est fiers, c'est très clair. Et quelque chose non négligeable, croyez-moi, c'est qu'on se dit, ben, dès qu'il arrive quelque chose, on sait d'où le problème vient et on sait pourquoi et on sait comment intervenir. On n'a pas besoin de faire appel à Pierre, Paul, Jacques, Jean et retrouver des plans. Non, on l'a fait soi-même, on sait pertinemment bien où tout est, que ce soit d'un point de vue égouttage, d'un point de vue électricité. Et aujourd'hui, il y a des entreprises qui peuvent vous aider, même au sein des techniques spéciales, pour vous fournir le matériel et l'étude. Voilà. Donc, en résumé de tout cela, oui, ça je ne l'ai pas dit, mais nous réalisons aussi des études de stabilité. Ce n'est pas notre métier premier, mais nous avons notre propre bureau d'études. Donc, si vous ne trouvez pas de bureau de stabilité ou que l'ingénieur est frileux, il n'a pas trop envie, ben voilà, on a l'expérience, on peut le faire. Donc, très simplement, comment est-ce qu'on fait? Bon, on vous fait une offre de prix pour la stabilité. Vous marquez votre accord, il y a un acompte qui est demandé, et puis une fois que toute l'étude est réalisée, bon, on se revoit avec votre architecte et avec vous, on rediscute, voir si tout est OK pour vous, et éventuellement pour l'entrepreneur aussi, s'il est déjà désigné. Et une fois que tout le monde est OK, ben, tout le projet passe au dessin, et une fois que tout est réalisé, ben, il sort et vous recevez les plans. Voilà. Vous avez les plans, vous avez le cahier de charge, et vous avez toujours, bien entendu, la possibilité, il y a quand même des visites qui sont organisées par le bureau d'études, on vient voir, on vient contrôler ce qui a été mis en œuvre. Et si vous avez des questions, ben, vous n'hésitez pas, vous passez un petit coup de fil. S'il faut même faire un petit schéma pour bien comprendre à main levée, on peut vous le faire. Mais moi, je dis toujours, n'ayez crainte, téléphonez, parce que se dire, oui, il me semble que je pourrais faire comme ça, ben, si ce n'est pas comme ça qu'il fallait faire, il faut démonter. Alors que le coup de fil, l'appel téléphonique, il aura pris 20 minutes au maximum. Donc en finalité, ben, vous avez un bâtiment avec le chanvre qui est un bâtiment qui est naturel, qui est sain. Vous savez qu'aujourd'hui, il y a quand même pas mal de gens qui souffrent d'allergies ou tout problème comme ça respiratoire. C'est un bâtiment qui est relativement, vraiment très, très. Allez, c'est une autre manière de vivre. Et parler avec des gens qui ont construit en chanvre, ils vous le diront beaucoup mieux que moi.